Salut l'équipe, LNB Club, l'émission mensuelle qui revient sur toute l'actualité de Betclic Elite avec notre partenaire Samsung et le téléphone Galaxy Z Flip 4. Que voici, avec moi ce mois-ci, comme d'habitude, je tente des choses, messieurs. Avec moi ce mois-ci, les deux Thomas dans mes ailes, Thomas Dufan, Thomas Laroukis. Messieurs, vous avez coupé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Thomas est un peu une diva, il a eu des demandes, il voulait être à ta droite, donc forcément j'ai cédé. Tout à fait, bon, on va surtout expliquer que comme on réinvestit ce plateau qu'on a utilisé pendant des années, derrière moi, il y a un bel écran qui pourrait servir un peu plus tard dans l'émission, et c'était plus simple pour nous de mettre Thomas Laroukis en face. Parce que si tu es à ma place et que tu dois te retourner comme ça va pas marcher. Je sais que tu étais coutumier du fait à l'école, mais ici, on est plus discipliné. On voit qu'il était au fond, donc si tu te retournes, tu vois que le mur. C'est vrai, c'est ce que je te dis, très discipliné donc. Hein. Alors, j'étais plus du genre à regarder par la fenêtre, je préfère. Par la fenêtre, bon, messieurs, ton côté rêveur. Je suis un bon rêveur. Ton côté Spino, hein, ça. Je sens un peu de friture sur ligne entre vous deux. Il va falloir que ça se passe un petit peu mieux parce qu'au mois de mars, vous allez commenter 2 matchs ensemble, messieurs. Il va falloir que ça se passe bien. D'accord, oui, regardez le programme du mois de mars pour commenter des matchs de Betclic Elite. Il y aura le Portel Metz 92. Ça sera donc au Portel dans l'ambiance chaude. Le chaudron du Portel. Et ensuite, il y aura Metz 92 Le Mans qui vient de signer 3 joueurs d'affilée et qui a toujours des grandes ambitions dans ce championnat. Messieurs, vous allez avoir une fin de mois de mars chargée. Ça va être régalade. Moi, je rentre des États-Unis le matin, justement pour récupérer Thomas Laroukis en voiture, prendre la caisse, la Ferrari et aller directement dans le Nord pour commenter cette belle affiche. Et puis, on va prendre du plaisir vendredi. Ça sera mardi d'après contre Le Mans avec Thierry Tarpé. Je sais que mon Thomas est très très chaud de ces 2 rencontres. Ouais, je pense qu'on va se régaler au Portel là, il va y avoir une ambiance incroyable et c'est toujours un plaisir de commenter sur place. Il paraît que tu es un peu le Thierry Tarpé, j'ai lu ça dans les commentaires, le Thierry Tarpé de LNB Club. C'est un bel hommage. Je sais pas comment je dois le beau prendre. gosse, capable de remplir tous les trous. Stable. Régulier. Ouais, c'est bien en fait. J'aime bien. Merci, nouveau père de famille. Attends, mais ça sort d'où ça? Je suis pas au courant. Non, mais Thierry Tarpé, nouveau père de famille. Ah, je croyais que tu parlais pour moi. Non, pas toi. J'espère que le jour où ça t'arrive, tu seras au courant, mon grand. Et nous aussi, du coup. Et elle surtout. Allez, on a comme d'habitude, on a un gros programme ce mois-ci, mais surtout avant d'aller dans le sommaire de l'émission, j'aimerais qu'on revienne, qu'on prenne un petit peu le temps de célébrer, messieurs, de célébrer Nanterre 92 et les 10 ans du titre, c'était en 2013, évidemment, et tout le monde s'en souvient. Il y a en marge du match à la Paris La Défense Arena ce week-end, les anciens dirigeants et joueurs se sont retrouvés autour de ce match-là. On se retrouvait au match, mais se retrouvait aussi un petit peu avant et après. Et selon ce que nous a raconté Séverin, c'était plutôt bonne ambiance. Messieurs, c'est un titre qui a marqué l'histoire du basket français. On va pas galvauder nos mots. Et c'est surtout une épopée dont tout le monde se souvient. Ouais, absolument, grave. Moi, j'avais eu la chance d'apprécier la finale qui se passait à Coubertin, Pierre de Coubertin. On se souvient bien sûr de Steph et de ses énormes tirs en fin de match. Je me souviens surtout de Jérémy Enzeli, qui était un joueur en devenir à l'époque. On avait joué contre lui en National 3 R1. Et là, il avait éclos aux yeux de tout le monde. Il avait fait des finales fantastiques face à la SIG de Strasbourg de Vincent Collet, qui perdait souvent des finales à l'époque. Mais voilà, ambiance exceptionnelle à Pierre de Coubertin. Regardez, ça fait plaisir de voir cette salle qu'on a beaucoup fréquentée ensemble, Thomas. Je pense qu'on se rappelle tous du premier match, vous avez pris combien? 20-25 points de la déclaration de Vincent Collet qui disait un peu qu'ils n'étaient pas prêts. Tout le monde s'est dit, ah ça y est, ils sont arrivés un peu sur la fin et derrière ils remportent ce titre. Et voilà, c'était incroyable, un exploit historique. Et moi, pour la petite anecdote, j'ai un peu participé à ce titre. Hein. J'ai fait la prépa avec eux en août parce que j'avais coupé mon contrat de 2 ans avec Juan. Du coup, je m'étais retrouvé sans rien et j'avais demandé à Pascal si c'était possible de faire la prépa avec eux. Il m'avait gentiment accueilli. Et voilà, ça avait été une prépa... C'était marrant parce qu'à l'époque... Il jouait pas le titre. Non, il jouait pas le titre. 2 ans qu'il était en première division. Et même sur la prépa, je me rappelle, ils étaient un peu en difficulté. Il y avait notamment David Laïti qui venait d'arriver de l'université, qui était vraiment dans le dur. On sentait qu'il avait des qualités, mais il n'arrivait pas à s'imposer. Et Pascal Donadio, ça l'agaçait un peu. Et finalement, ils ont quand même insisté avec lui parce qu'à l'entraînement, il avait des qualités, il était capable de faire des choses. Mais en match, sur les matchs, il ne s'affirmait pas assez, il ne prenait pas ses responsabilités. Et petit à petit, au fil de la saison, ça commençait à cliquer. On a découvert le David Laïti après, qui a fini MVP des finales et qui a fait surtout un quart de finale contre Chalon-sur-Saône où il a été énormissime, où il avait détruit Blake Shield en face.
En tout cas, c'est vrai que c'est un grand souvenir et c'est une belle occasion, ce match contre l'Asvel ce week-end. Non seulement tu célèbres tes champions de France de 10 ans auparavant, mais en plus tu bats le record d'affluence de l'histoire de notre championnat. Donc voilà, ça fait 2 fois que Nanterre 92, dans cette salle, la plus grande salle indoor d'Europe, arrive à faire plus de 16 000 personnes dans une salle de basket. Franchement, c'est un bête d'exploit. 16 319 personnes ce week-end pour Nanterre 92, LDLC Elsvel. C'est vrai parce que ça s'est pas vu à la télé, en tout cas. C'est dommage d'ailleurs. Oui. C'est dommage. Drôle de choix. Oui, bon. Darkroom, bon, bref, pourquoi pas. En tout cas, bravo. Darkroom berlinoise, quoi, carrément. Bravo à Nanterre pour ce record d'affluence. C'est important de créer des événements comme ça et que le public suive. Et puis surtout, bravo à Pascal Donadieu et à Nanterre pour cette épopée 2013 incroyable, qu'on a suivi d'autres. Hein. Il y a eu un titre de champion d'Europe derrière, il y a eu un titre de Coupe de France. Deux titres de Coupe de France. 2 titres de Coupe de France. On sait que Nanterre, en 10 ans, s'est fait l'un des plus beaux palmarès de France derrière les gros que sont Orthez et Pau Orthez et le CSP Limoges et l'Asvel. Erwan, avant que tu enchaînes, je voulais dire qu'on parle de palmarès et c'est vrai qu'il y a des mecs autour de la table qui ont des gros palmarès. Thomas Larocchi, ça a joué longtemps en professionnel. Moi, j'ai un palmarès fantastique de la chasse. Mais Erwan a réussi à inscrire une nouvelle ligne à son palmarès déjà glorieux. La semaine dernière, vous le savez, tu étais là. Nous avons commenté ce super match des Mets 92 sur Twitch. On est ravis d'avoir pu avoir cette opportunité. Et Erwan nous a offert clairement l'un des moments les plus fous rires de toute la semaine, de toute l'année même. Regardez en bas, Erwan s'est cassé la gueule en descendant faire l'interview d'après-match. Erwan, j'aimerais que tu nous racontes ce qui s'est passé. En palette, bien sûr. Les images parlent d'elles-mêmes, hein, au cas où certains n'auraient toujours pas compris. Donc à la fin de chaque mi-temps et à la fin de chaque match, je descends les escaliers. Donc, et ces escaliers-là, ces petits escaliers qui sont vraiment très tiny, exigus, il y a toujours quelqu'un au milieu. Et tu vois bien que là, pour moi, il y a clairement une interférence. Hein, on rentre dans mon cylindre. Pour moi, on rentre dans mon cylindre, donc je suis obligé de me décaler et je mets le pied sur le cube. On a vu, merci. Et je mets le pied sur le cube où les joueurs s'assoient pour faire changement. Et en fait, le truc, il est en mousse. Ouais. Il est en mousse. Il est pas stable. Non, il est pas se stable. décale. Du coup, heureusement que j'ai une plaque d'ab. Ben non, j'en ai pas. Du coup, j'ai mis le pied là-dessus avec le micro à la main. Ben, je me suis massacré. Heureusement qu'il n'y avait pas de chaise, quoi. Voilà, le mec qui tombe comme ça, d'ailleurs. Je me suis écroulé sous les pieds de Sacha Giffa qui était très inquiet. Aaron Henry s'est gentiment foutu de ma gueule. Donc voilà, c'était mon highlight. Quand on n'est pas assez bon pour briller sur un terrain, il faut briller différemment. Et c'est ce que je fais. Disons que c'est la deuxième fois aussi que tu glisses à Marcel Favre. C'est la deuxième fois. Il y a quelques années, j'avais pris je m'étais pris les pieds dans le. Il y avait Victor déjà, c'était un Metz Nanterre. À l'époque où Victor était encore à Nanterre. C'était un huis clos et c'était un match commenté par l'équipe. Christophe Denis nous avait dit venez voir le match. J'étais avec Steph et toi. Et du coup, j'étais allé dire bonjour à Christophe. Je m'étais pris les pieds dans le fil et je m'étais écroulé pareil sur le parquet devant les joueurs qui s'échauffaient. Bon, écoute, c'est une histoire jamais 203. Jamais 203, clairement. J'espère que ce sera un peu plus tard, Erwan, de cette année. Voilà, merci en tout cas. De rien, mais on est toujours là pour soutenir. Sommaire, bien plus intéressant quand même le sommaire que me voir faire des vidéos gags. Le débat de ce mois-ci, c'est l'Asvel, la bonne formule. Depuis 2023, l'Asvel semble avoir trouvé un équilibre, surtout en championnat de France, avec notamment l'arrivée de Dibost. Et on va voir qu'est-ce que l'arrivée du meneur américain a diffusé sur cette équipe qui a remporté la Leaders Cup, mais qui remonte petit à petit dans le championnat de Betclic Elite. L'interview avec Freddy Fautoux, comme d'habitude, on a posé 3 questions à l'ancien meneur et désormais coach de la GL Bourg. Et comme d'habitude, Freddy nous a répondu sans filtre. La palette sur Matt Morgan, le 4e meilleur scoreur du championnat, qui réalise une super saison avec Le Mans. On est allé analyser toutes les facettes proposées par les Manceaux pour mettre en valeur le scoreur assez fou du Mans. Et puis on finira avec les meilleures actions de ce mois-ci, avec évidemment le top 10 habituel, toujours proposé par nos amis Samsung. Il y aura aussi une petite parenthèse, grosse parenthèse, sur l'énorme perf d'un certain Tom Digbeu. Ça vous parle, Digbeu, comme nom? Bien sûr, bien sûr. Le frère, la sœur, maintenant il y a le fils dans la famille, incroyable. Il a mis 47 ce week-end, on va évidemment s'intéresser à cette perf. Mais avant ça, on va commencer avec le débat sur l'Asvel. « 2023 serait-il l'année de l'Asvel, ou en tout cas la bonne période de l'Asvel, ça c'est une certitude. Depuis l'arrivée de Dibost le 16 janvier dernier, beaucoup de choses semblent avoir changé. On se souvient, Thomas, que le début de saison de l'Asvel, que ce soit en championnat et en Euroleague, avait été plutôt compliqué. Il y avait eu beaucoup de paris qui a été fait, peut-être un peu trop. Ouais, il y a eu beaucoup de hauts et de bas en ce début de saison pour l'Asvel. On les sent beaucoup mieux aujourd'hui, mais comme tu l'as dit,
En début de saison, ils ont tenté des coups avec Polite, je ne sais pas trop comment on dit, et Cartwright. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Du coup, ils sont partis vers d'autres clubs. Et les cas Matthews au Baswan, qui ont été plutôt des réussites, on ne les connaissait pas du tout. Et finalement, ils sont bien intégrés au collectif. Et plus récemment, bien sûr, Dibost qui a apporté une énorme plus-value et de la stabilité aussi à l'équipe de l'Asvel. Thomas, c'était important de faire des changements. Ça ne marchait pas et on va pas. C'est pas tirer sur l'ambulance sur Parker Jackson-Cartwright qui a été dans l'attitude irréprochable. Mais le costume, le rôle qu'ont voulu lui donner les dirigeants de l'Asvel semblait trop grand pour ce meneur un petit peu sous-dimensionné physiquement. Ce qui est dingue avec l'Asvel, c'est que tu disais, est-ce que la 2023 va être la bonne année? On rappelle qu'ils sont triple champion de France en titre, ouais. Nos amis de l'Asvel. Donc leur seul but, c'est de conserver ce titre, c'est évident. Et ils avaient fait des choix importants en début de saison. Vous avez raison de commencer par ceux qui n'ont pas marché. Mais ils ont surtout fait des choix français. Nando De Colo qui est arrivé en cours de saison et Geoffrey Lauvergne notamment. Et autour, il fallait bien les encadrer. Le retour d'Aminois aussi. Et le retour d'Amin Noah aussi, tu as raison. C'est vrai qu'ils se sont trompés sur le profil de Jackson Parker Cartwright, puisqu'il était sous-dimensionné, il a souffert que ce soit en championnat, mais surtout en Euroleague. C'est là qu'on a vu ses défauts. C'est un scoreur. On aime bien les Lilliputiens comme ça, ici ou là, mais finalement, quand tu as ce profil de scoreur, il faut vraiment être très, 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 très au-dessus pour pouvoir exister dans cette Euroleague qui est très difficile. Donc, forcément, il y avait des mauvais choix. Ils ont réussi, mine de rien, à rectifier ça assez rapidement, puisque lorsque tu fais un choix en janvier, il reste encore 3 mois de compétition et donc le temps de se refaire. Ils ont galéré en championnat, ils ont été plutôt corrects par moment en Euroleague. On voit la différence de stats entre les deux. Ils sont surtout allés chercher un mec d'expérience, un mec d'une carrure physique bien plus imposante et on a vu la différence tout de suite. Aller chercher Dibost, c'est aussi aller chercher, là pour le coup, c'est plus un pari, c'est une valeur sûre. On l'a connu avec la SIG, on l'a connu surtout avec Monaco, ouais. où il a, dans le run où il gagne l'Eurocup, il est exceptionnel. Il était à Galatasaray l'année dernière, on avait pu aussi le commenter. C'est une valeur plus que sûre, Dibost, et on a vu tout de suite comment lui, déjà, s'est très vite imposé dans cette équipe-là, et puis surtout, comme les gens autour de lui, et on pense forcément à Nando, ouais. Il a libéré quand même les esprits et les têtes. Ouais, clairement, tu l'as dit. Grosse expérience pour Dibost, champion d'Europe avec Monaco. Il arrive et il a redonné aussi. Il a soulagé Nando sur les bases arrières à la création. Ça a permis à Nando aussi de parfois se reposer sur certaines séquences. Et surtout, physiquement, c'est un cran au-dessus de Cartwright. Et défensivement, il fallait matcher avec. Voilà, quand on met un 5 Dibost au Baswan ou Kaudi, bon courage. Pas cadeau à attaquer. C'est pas pour rien que c'est la meilleure défense de championnat. Et voilà, il s'est parfaitement adapté. Et on a senti tout de suite une entente avec Nando sur le terrain. Tout a cliqué de suite. Et voilà, ça marche fort pour l'Asvel en ce moment. Et on espère qu'ils vont continuer à En allant chercher Dibost, ils vont chercher un mec sûr et serein. Ce qui nous a frappé quand il est arrivé, c'est que notre petit Lilliputien d'avant, il avait tout approuvé à ce niveau-là. Et on sait que quand tu as tout approuvé, c'est difficile parfois. Tout le monde te cible lorsque tu fais un mauvais match. Dibost, il est arrivé dès le premier match d'ailleurs, que ce soit en Euroleague ou en Betclic Elite. On a senti le calme et la sérénité qu'il allait apporter à l'effectif. On a vu le match contre le Paris Basketball, c'était l'un de ses premiers matchs. On sent que bien sûr, c'est un super scoreur, mais au-delà du scoring, c'est la sérénité qu'il va apporter à l'exécution de l'Asvel qui en manquait cruellement. Quand on a eu la chance d'aller voir un match d'Euroleague, c'était en décembre déjà. Bayern. C'est contre le Bayern. Le Bayern, t'as raison. On avait été frappé par justement le manque d'exécution, le manque de certitude dans le jeu. Bon, avec l'arrivée de Dibost, tu peux avoir du pick and roll à outrance, tu peux aussi avoir des systèmes pour ceux qui vont sortir. Nando est le premier bénéficiaire, vous l'avez dit, et donc tout de suite, tu te remets à gagner des matchs et à avoir une identité claire de jeu. Et clairement, en plus, un mec qui est capable de prendre des gros tirs et de faire basculer des matchs. Ce qui est terrible pour finir avec Cartwright, c'est qu'on avait l'impression, comme tu l'as dit Thomas, que surtout sur un poste de meneur, qu'il avait perdu un petit peu il avait perdu un peu Après, il a été blessé. Non, mais la confiance de ses coéquipiers. Oui, moi, je ne peux pas m'empêcher de revoir les interviews, même s'ils n'ont pas voulu être méchants, après l'arrivée de Dibost, de dire ça nous rassure, on se sent plus en confiance. Bon, et clairement, Dibost a aussi amené ça par son expérience. La sérénité. On en revient clairement là. Il y a eu des paris tentés, réussis, d'autres ratés. Il y a eu aussi des blessures, et la blessure de Geoffrey Lauvergne, on s'en souvient, c'était sur le parquet du Maccabi Tel Aviv. Elle est terrible. Il est remplacé par Alex Taius. Alors sur le papier, Alex Taius, on se dit génial. Le problème, c'est qu'Alex Taius, sur les 3 premières semaines, voire premiers mois de compétition, il mettait plus un pied devant l'autre. Ça, pareil, en 2023, on a retrouvé un Alex Taius rayonnant,
dans ce qu'il sait faire, du rebond, de la course, de la dissuasion. Ça, c'est très important aussi pour l'Asvel. Clairement, en fait, quand il est arrivé, il faisait son âge. Il a 35 piges avec Staius, on le voit depuis tellement de nombreuses années en Euroleague, en Europe en général. On connaît ses qualités, c'est vraiment les pivots athlétiques comme en NBA, il y en a des tonnes. Et c'est vrai qu'il a mis du temps, lui aussi, à s'y mettre. Mais en fait, c'est parce qu'il fait partie de ces joueurs qui ont besoin d'un collectif pour exister. Si le collectif fait pas bon, Staius, il va pas te sortir un 20 et 10. Le titulaire du poste, c'est Youssouf Afal. C'est important d'avoir un grand babar comme lui. D'un autre profil en plus. Capable d'avoir un autre qui apporte autre chose. Parce que les grands comme ça, vous savez que parfois ils vont avoir des fautes et qu'il faut avoir un mec sûr derrière. Staius, depuis qu'il a lancé sa saison d'un point de vue individuel, eh bien, comme de par hasard, l'Asvel va mieux. Donc il y a une corrélation directe entre son niveau individuel et le niveau collectif, et il en profite aussi. Ouais, c'est une bonne pioche. Après, on avait peur un peu de son état physique, mais c'est un joueur référencé en Europe. Après, très complémentaire de Fall parce qu'il est beaucoup plus mobile sur les pick and roll, voilà, meilleur défenseur. Et il fait le taf parce qu'on sait aussi que Fall a beaucoup de problèmes de faute pendant les matchs. Donc, c'est important d'avoir un deuxième pivot à la hauteur si jamais il y a des soucis de faute. Il fallait le remettre en rythme physiquement aussi. Tu l'as dit, 35 ans. Pour une grande machine comme ça, il faut prendre le temps. Et puis, c'est vrai, on en revient encore une fois et toujours. Après, quand tu joues avec Dibost et Nando De Colo, quand tu es ce genre de profil-là, il est gavé de ballons, en bout de chaîne. On le voit on le voyait très peu au tout début, finir au cercle, faire ce qu'il faisait sur des alley-oops. On le voit beaucoup plus depuis quelques mois. Je voulais aussi revenir sur le fait qu'on parle de Dibost, mais quelque part, l'une des armes des hommes de TJ Parker, c'est la défense. C'est la meilleure défense du championnat. Et ça, dans la quête d'un 4e titre d'affilée, c'est archi important. Ouais, c'est comme ça qu'on gagne des titres, hein. On n'a rien inventé. On l'a vu à la Leaders Cup sur la finale contre Bourg-en-Bresse. Tout le monde s'était posé la question, est-ce que Bourg-en-Bresse peut le faire? Et on a vu l'intensité proposée par l'Asvel défensivement et ça n'arrête jamais, surtout sur les bases arrières. C'est très très costaud, ça défend fort, haut et il y a de la rotation en plus et je pense que ça peut être un des gros atouts pour eux pour aller jusqu'au bout. Moi, je te rejoins complètement. C'est vrai que la Leaders Cup a montré toutes les qualités de l'effectif. En fait, ça a montré toutes les qualités de l'Asvel et tous les défauts des adversaires. Je pense bien sûr à Monaco et Mac James. Donc, ça a mis en exergue qu'ils avaient énormément de talent. Nando a été MVP de la Leaders Cup et il n'y avait rien à dire tant il a dominé par son talent. Mais collectivement, l'Asvel nous a fait une forte impression parce qu'ils ont été dominants dans tous les domaines physiques. Donc, le rebond, la dissuasion et donc la défense d'un point de vue plus global. En même temps, quand tu vois tu les as cités, hein, quand tu vois les athlètes qu'il y a sur les lignes arrières jusqu'au poste 4, 5 avec Yves Ponce qui est capable de jouer 5 sur des séquences, tu dis qu'avec ces mecs-là, avec le matos que tu as en possession, TJ Parker est obligé d'avoir une bonne défense. On dit ça sur le papier, maintenant il n'y a plus qu'à voir et ils l'ont montré pendant la Leaders Cup et je trouve qu'ils ont fait un gros coup d'un point de vue mental en s'imposant de cette manière à la Leaders Cup. Ils ont montré à tout le monde que c'est encore nous la meilleure équipe dans le championnat de France. Parce qu'encore une fois, Thomas, l'Asvel, c'est vrai qu'il y a eu plein de questionnements sur ce début de saison, mais finalement il y a eu un trophée à gagner pour le moment et c'est encore une fois l'Asvel qui le gagne. C'est aussi une machine à gagner des trophées, cet Asvel-là. Ouais, j'ai l'impression que quand il faut gagner sur les matchs importants, ils se mettent en mode et voilà, là, il n'y a plus rien qui les arrête. De toute façon, on va bientôt rentrer dans les playoffs et on va bientôt être fixé. Mais surtout, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont 2 stoppers défensifs de haut niveau dans cette équipe et c'est rare. En général, on en a un. Déjà, on est content. Là, ils en ont 2 avec Kaudi et Obaswan qui aiment ça. On le voit quand on les voit jouer. C'est des mecs avec une intensité incroyable. Ils ont envie de stopper leur adversaire et j'ai l'impression qu'ils emmènent tout le monde avec eux. Et ça, c'est une de leurs grandes forces. C'est vrai que c'est l'une des bonnes pioches, Obaswan, qu'on connaissait bien sûr. Mais là, tu es dans des projets d'envergure et lui aussi a réussi à se mettre au niveau. On a eu parfois des doutes ici ou là. Mais là, physiquement, je le trouve hyper dominant. C'est qu'avec Charles, les épaules et les bras sont tous les deux, c'est bluffant. Et puis on le retrouve. Tu sais, quand un joueur va bien, on le voit aussi en attaque. On le voit tenter beaucoup de choses au Bassoane et réussir des choses qui n'arrivaient pas en début de saison. Donc voilà, encore une fois, tu vois, un gars qui a réussi à se mettre en place individuellement dans le collectif. Bon, franchement, les signaux sont à 100%. Alors on a l'impression que ça y est, tout a cliqué, ils sont partis, ils sont lancés. Maintenant, ils ont les cartes en main pour bien finir. Justement, ils ont les cartes en main pour bien finir, mais ils sont quand même 6e. Ils ont pris du retard. Ouais. En championnat de France, on sait qu'en Euroleague, ils sont très en retard. On imagine même qu'ils vont lâcher, entre guillemets, certains matchs d'Euroleague, puisque Lyon-Villeurbanne cherche absolument à récupérer cette 2e place pour avoir l'avantage du terrain, au moins jusqu'en demi-finale, j'allais dire de conf, non, jusqu'en demi-finale du championnat. Et ça tombe bien, puisque ce soir, à l'Astrobal, l'Asvel reçoit les Mets 92. Ça va être un gros match, mais il va falloir enchaîner des victoires pour espérer finir dauphin de Monaco. S'ils veulent jouer cette 2e place, la victoire est obligatoire ce soir. Sinon, ils prendront 5 victoires de retard sur les Mets, plus le goal average. En tout cas, il y a un truc qui est clair et net, c'est qu'il y a 2 places à éviter, la 4 et la 5.
parce que ça les ferait tomber en cas de deuxième tour contre Monaco. Donc je pense que c'est surtout la place. Il vaut presque mieux finir 6e que 4e. Comment on voit le calendrier, pas cadeau. Hein. À domicile, les Mets 92. Cholet, à domicile, pas cadeau. Foss, qui joue le maintien et qui est capable de faire des coups. Ouais. Allez jouer la Chorale de Rouen dans un derby. On sait que Jean-Denis Choulet adore aller faire des coups à l'Astrobal. Et puis le MSB, qui est une équipe très solide. Ouais, absolument. C'est un énorme calendrier, mais en même temps, c'est une super équipe. Donc, ils ont raison de se remettre l'objectif de la deuxième place. Moi, honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense qu'ils vont pas réussir. Ça dépend de ce soir déjà. On va avoir un aperçu. T'as raison. Déjà, on verra en termes de dynamique s'ils sont capables de le faire. Le problème, c'est que les équipes devant perdent pas des matchs. Il n'y a pas une équipe qui est en train de dégringoler et surtout les Mets continuent de gagner des matchs. Donc la deuxième place, je la trouve un peu ambitieuse. S'ils arrivaient déjà à être 3, c'est bien. 3, ce serait déjà voilà, une bonne marque et puis ce serait une bonne manière de se retrouver en demi-finale face aux Mets. Tu n'aurais pas l'avantage du terrain, mais bon, l'avantage du terrain, on sait ce que. Si tu as 2 matchs à domicile, t'en perds un, il est foutu l'avantage du terrain, donc tout est possible. On est assez dithyrambique sur l'Asvel et ce début d'année 2023 avec un titre en Leaders Cup. Il y a quand même un petit point noir pour enchaîner un 4e titre de champion de France, c'est que peu importe à quel moment de la saison ça va arriver, il va falloir un jour battre Monaco. Et cette saison, l'Asvel, ils sont à 0-4 face à Monaco, championnat et Euroleague compris. Est-ce qu'il y a un énorme avantage psychologique pour Monaco sur cette saison-là, ou est-ce que, mine de rien, la finale gagnée l'année dernière, même si ce n'est pas les mêmes joueurs, reste côté Asvel? Je pense que déjà Monaco l'a un peu en travers de la finale de l'année dernière. Du coup, à chaque fois qu'ils les jouent, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment les battre, et avec la manière, c'est ce qui se passe, c'est assez inquiétant parce que les matchs ne sont pas accrochés. Monaco vraiment déroule pendant ces matchs et ils dominent. Donc, à voir s'ils se retrouvent en play-off, comment va réagir l'Asvel. Est-ce qu'ils vont être capables de mettre en danger cette équipe de Monaco? Gros avantage Monaco, hein. 4 matchs dans une saison, c'est pas anodin. Et des matchs souvent avec des écarts, il y a la manière, tu as raison. Monaco est une meilleure équipe de basket. Après, il y a un gros point d'interrogation sur Monaco. On l'a vu à Leaders Cup, c'est dans quel état psychologique vont-ils arriver? On verra les playoffs d'Euroleague, leur objectif c'est quoi? On peut se poser la question, et surtout que Mike James n'a jamais rien gagné dans sa live. Donc il y a quand même ce point d'interrogation énorme sur le meilleur joueur de l'équipe adverse est capable de péter les plombs et faire perdre son équipe sur un match, c'est sûr, sur une série, je demande à voir. Donc voilà, avantage d'un point de vue sportif, mais le sportif est toujours fait pour être déjoué. Et on sait que Monaco, même avec l'avantage qu'ils ont en championnat, tu l'as dit Thomas, il y a un énorme point d'interrogation sur le fait d'être concerné par le championnat, par la Betclic Elite. On sait que l'Euroleague est la priorité des priorités, mais il faudrait que ce club-là remplisse à un moment donné aussi le trophée, l'armoire à trophées. Cette année, tout semble pour, avec notamment des Français peut-être un peu plus concernés. On pense notamment à Elio Kobo. Ouais, t'as raison. C'est vrai qu'il faut, pour performer dans notre championnat, et c'est ce qu'a très bien fait l'Asvel sur les dernières années, il faut avoir des joueurs français qui ont envie de gagner le championnat. Voilà, donc on a parlé de Nando et Geoffrey Lauvergne, mais sur les dernières années, on a eu plein de joueurs, il y a eu l'année dernière, qui soit revenaient, soit venaient pour taffer, pour repartir, etc. Mais en tout cas, qui étaient très concernés par l'objectif du championnat. Donc, est-ce qu'avec l'ossature, si on peut appeler ça, de joueurs français au sein de Monaco, ça suffira? Yakuba Ouattara était déjà là l'année dernière, enfin, il a toujours été là d'ailleurs, donc ça n'a pas forcément changé grand-chose. Donc, à voir. C'est pour ça que je dis que c'est un point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas dans quel état d'esprit collectif ils vont aborder tout ça. Écoute, on a une émission le mois prochain, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux équipes ne vont plus se rencontrer avant les playoffs. Alors après, est-ce que ça sera pour une demi-finale? Est-ce que ça sera pour une finale? On verra. Un premier tour, un premier tour même. Ah ouais, on sait jamais. Un premier tour, ça serait dommage, mais ça serait génial en même temps. Ouais. Donc voilà, en tout cas, les deux équipes ne devraient pas se rencontrer avant les playoffs. On suivra ça évidemment dans LNB Club. Thomas. Le dernier petit truc qu'on pourrait dire, c'est que tu parlais de petits points noirs. Je pense que d'un point de vue sportif, on est tous d'accord pour dire que c'est aligné. Il y a quand même ce flou autour de la présidence en ce moment, dont on peut parler, avec Tipeee qui a l'air de vouloir vendre le club, etc. Donc, sans dire que ça peut avoir un impact sur les joueurs, il n'y a que toi qui pourrais le dire si tu as déjà vécu une vente de club, mais il y a quand même ce truc autour de l'Asvel, des espoirs, avec la nouvelle salle qui arrive, avec un club qui est vraiment très bien géré d'un point de vue des contrats de sponsoring, etc. Mais pour accéder au niveau d'après un jour, être dans les clous pour gagner l'Euroleague, on sait que la marche n'est pas encore... ils n'ont pas encore accédé à cette marche-là et que Tony Parker, c'est son objectif ultime. Donc il y a tout ce truc-là autour de l'Asvel, on se souvient de l'interview dans l'équipe, etc. Donc, après, voilà. il est revenu sur ses pas un peu. Il veut vendre, certes, mais apparemment, il dit qu'il veut toujours rester à la tête du club. Enfin, voilà, toujours être là. Moi, j'ai jamais vécu de vente. En tout cas, j'ai vécu l'arrivée de
de Tony à l'époque quand j'étais à Lasvel. T'as vécu la vente de ton X-Max quand même. Vente, j'appelle ça un vol, mais après. J'étais chez 0 €. Douloureux souvenir. Et du coup, ouais, moi j'étais là sur l'arrivée de Tony Parker. Non, après quand tu es concentré dans ta saison, ce qui se passe sur le terrain, voilà, t'es focus à fond et ce qui est en dehors, c'est pas trop ton problème en général. Et puis ça se voit en tout cas sur le terrain. Ah mais tout à fait, j'ai commencé par ça. Avec les victoires qui s'enchaînent et donc le premier titre de la saison avec cette Leaders Cup. On suivra évidemment la suite de la saison de l'Asvel dans LNB Club. Allez, on va passer à une autre séquence de l'émission. On va revenir sur le carton et encore le mot est faible de Tom Digbeu, le fils d'Alain évidemment. Ça s'est passé ce week-end dans le Nord, à Denain, à l'extérieur. Tom Digbeu a réalisé une véritable masterclass face à mon pote Kenny Grant, qui a été promu il n'y a pas si longtemps que ça, coach de Denain. Et voilà, les stats de Tom Digbeu, 47 points, 8 rebonds, 4 sur 7, 8 sur 10 à 2 points, 5 sur 6 à 3 points, 50 dévals dans un match après prolongation, où Tom Digbeu s'est occupé de tout. Certes, il y a les stats. Il y a aussi le côté clutch, c'est lui qui met le panier avec ce magnifique flotteur à droite pour aller en prolongation. C'est lui qui met le panier de la gagne quand il y a égalité. 110 partout, il me semble. Thomas, c'est des performances jamais vues déjà et ça nous choque toujours quand ça arrive en France. Ouais, absolument. On est dans cette mouvance du basket toujours plus offensif. Le basket mondial a tendance à marquer plus de points et tant mieux pour le spectacle parce que notre sport est le plus spectaculaire possible. Maintenant, de voir une marque de 47 pions pour un jeune Français au niveau professionnel, c'est sûr que ça nous a tous... D'ailleurs, on s'est tous envoyé un message en disant « Regarde, il a mis 47 ». C'est exceptionnel. Non seulement c'est exceptionnel la marque, mais la manière est fantastique. Il n'a rien raté, quoi. Quand tu finis à 16 sur 13 au tir et 16 sur 19 au lancer franc, bon, bah, c'est des trucs normalement que tu vois que quand NBA, tout simplement, Tom Digbeu a fait son premier statement sportif, j'ai envie de te dire, en France. On sait qu'il veut jouer pour la sélection espagnole. Il est né à Barcelone, bien sûr, avec la carrière de son père. Donc voilà, je suis content de voir ces jeunes mecs qui lancent des carrières comme ça, avec des stats complètement ouf. Thomas, c'est un joueur qu'on découvre un peu en France, lui qui a pas mal bourlingué, il a dit formé à Barcelone, mais qui a bougé en Australie, en Lituanie, qui a fait un peu de G-League. Là, il a fait le choix carrément de venir en Pro B, donc dans l'antichambre de Betclic Elite, pour complètement lancer sa carrière. On a l'impression que même au-delà de cette perf, c'est plutôt pour l'instant un pari réussi. Ouais, ça fait un moment qu'on en entend parler depuis qu'il est à Barcelone. Après, tu l'as dit, il avait fait des choix un peu, voilà, je pense pour se mettre en valeur, pour se mettre un peu en lumière. Du coup, ça n'a pas trop fonctionné. Et là, il arrive de G-League dans ce championnat de Pro B qui est d'un très bon niveau. Et il est jeune encore et on l'a vu tout de suite avoir un impact sur cette équipe. Il me semble que le bilan sans lui, c'était à 2-7. Depuis qu'il est là, ils sont à 10 victoires, 4 défaites. Donc forcément, et plus que du scoring, il apporte aussi... sa pierre à l'édifice lors des victoires. Et là, cette performance, elle est incroyable. Il a dit les stats, le plus marquant, c'est le 13 sur 16 au tir pour un arrière, sachant qu'il a un peu un jeu à risque. Voilà, c'est un slasher capable de shooter à 3 points, même s'il n'est pas encore régulier, mais il prend des tirs difficiles aussi à 3 points. Alors avant ce match-là, il était à 17% à 3 points. Stade Kenny Grant qui a améliorer son sujet. C'est lui qui a pris directement les 47. Mais on voit qu'il a un beau geste et voilà, il a un jeu assez atypique. C'est un shooter gaucher qui finit main droite, qui va très très vite en transition. On l'a vu mettre des énormes tomards d'un moulin avant en contre-attaque. Voilà, maintenant, nous on a envie de savoir jusqu'où il pourra aller, quel est le prochain pas, est-ce qu'on va le retrouver en Pro A ou est-ce qu'il va décider de repartir encore à l'étranger. Moi, personnellement, j'aimerais bien le retrouver en Betclic Elite l'année prochaine. Après, c'est un joueur, je pense, qui doit aller dans une équipe moyenne de Betclic Elite pour avoir des responsabilités. Forcément, s'il va dans un club un peu trop huppé et qu'il se retrouve à jouer 10 minutes, on sait que c'est un attaquant féroce. Il aime aller au panier, il aime scorer. Et est-ce qu'on va lui donner sa chance au niveau supérieur? Ça, c'est la grande question de cette fin de saison. On parle beaucoup des qualités de Tom Digbeu et quand on regarde ses matchs en Pro B, il y a une stat qui nous saute aux yeux, c'est le nombre de fois où il va sur la ligne des lancers francs. C'est quelqu'un qui provoque aussi énormément de fautes et ça, c'est la marque des vrais forts attaquants aussi. Ouais, c'est vrai, tu as raison de citer ça. Alors bien sûr, il faut avoir un physique... Un très bon physique pour avoir le cardio et trouver les angles pour toujours agresser et aller chercher des fautes. Ça, c'est une réalité, mais c'est surtout le basket des filous, quoi. Tous les super scoreurs vont sur la ligne des lancers francs.
Voilà, sur les postes 2-3 comme ça, les slashers, comme vous disiez tout à l'heure, ces mecs-là vont sur la ligne des lancers francs. Donc c'est des choses sur lesquelles il va pouvoir bosser pour performer au plus haut niveau possible. Le plus haut niveau possible, c'est la NBA, l'Euroleague, la Betclic Elite, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on pourra retrouver dans son jeu un peu plus tard. Et Thomas nous disait que ça, c'est des trucs... en général, quand tu joues contre des mecs comme ça, ils arrivent toujours à performer au plus haut niveau. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il a tout, en tout cas, pour réussir. L'Euroleague, la NBA, on ne sait pas encore, mais il a tout en bagage. Vous parliez de provoquer des fautes. Ça, c'est aussi la marque des grands. Et je le regardais défensivement, il est bien, il fait les efforts. Voilà, il bosse des deux côtés du terrain. C'est pas qu'un simple scoreur. En défense aussi, je l'ai vu là. J'ai regardé le match de ce week-end. Et voilà, il est dans les aides, il est sur ses vis-à-vis. Et voilà, moi, j'ai envie qu'on lui donne sa chance en Betclic, après à savoir est-ce que ça se fera ou pas. Et ça va être certainement le prochain step, on l'a vu, il a déjà pas mal bourlingué pour il n'a pas un statut juste c'est un peu là avec la nouvelle règle. Il n'est pas JFL quoi. Il n'est pas JFL, bon ça reste un bossman, il n'est pas considéré comme un Américain. C'est les bons joueurs, on leur trouve toujours la place. Oui, c'est pour ça, mais on sait qu'en France, dès que on est français, un peu jeune, est-ce qu'on est prêt à donner toutes ces responsabilités de l'entrée, du scoring et aussi d'accepter un peu de déchets parfois? En tout cas, il montre que lui, il a toutes les qualités pour qu'on lui donne ce genre de responsabilité. Maintenant, ce qui va être le plus important pour Tom Digbeu, c'est la suite et faire le bon choix, trouver un environnement dans lequel il va pouvoir un petit peu s'installer. On sait que c'est aussi important pour des jeunes joueurs de pouvoir rester 2, 3, 4 ans dans des équipes, dans des projets au plus haut niveau. Donc voilà, on verra la suite. En tout cas, félicitations à notre petit jeune Tom Digbeu qui a mis 47 pions. Moi, je l'ai mis j'ai fait une fois 47 points, mais j'avais mis 40 à l'échauffement. Donc je sais pas. C'est une belle stat ça, bravo. Je sais pas si ça peut compter. Si vous voulez suivre évidemment Tom Digbeu, ça se passe tous les week-ends sur LNB TV pour suivre les matchs de Betclic Elite ou de Pro B. Lui, je crois qu'il n'a jamais mis 47, Freddy Fotoux en carrière, mais par contre, il en a mis des pantons et pas des moindres, des paniers décisifs. Aujourd'hui, Freddy est coach depuis un petit moment. Il a retrouvé cette année un poste de coach principal et on est allé lui poser 3 petites questions à notre Freddy national. On le disait, cette année, Freddy Fotoux a retrouvé un poste de coach principal après 2 saisons comme coach associé de TJ Parker. Et on a demandé à Freddy de revenir un petit peu sur cette expérience riche avec l'Asvel et puis son arrivée et les ambitions qu'il peut avoir avec la JL Bourg. Oui. D'abord, je suis parti à l'Asvel en tant que coach associé. C'est très, très important pour moi quand Tony m'a présenté le projet d'être avec TJ à ce même poste, puisque c'était l'objectif du début. Ça a été une très très bonne expérience. C'était vraiment quelque chose que je voulais vivre à part entière. Travailler dans un grand club qui a des grosses ambitions, qui joue l'Euroleague. Jouer l'Euroleague, les préparer de l'intérieur, c'était quelque chose que je voulais vivre. Et par rapport aussi aux joueurs qui étaient dans l'effectif, de savoir comment ces gars-là vivaient, comment il fallait les manager. Donc, ça a été vraiment une très, très bonne expérience qui, aujourd'hui, me permet d'avoir plus de recul sur mon métier, sur la fonction que j'ai à Bourg. Et Bourg qui était le club quasi parfait pour moi pour pouvoir appliquer tout ce que j'avais vu pendant 2 ans. Est-ce qu'on n'a pas été surpris un petit peu quand on a vu le début de carrière de Freddy Fotoux avec les Mets où on a tout de suite vu une patte avec des résultats, de le voir finalement être associé sur un coaching à l'Asvel où on aurait imaginé que peut-être après son départ des Mets, on lui donne déjà un rôle de coach principal? Moi, je pense qu'on a tous été surpris. Là. Il avait fait du bon boulot aux Mets. Alors, je crois que les Mets avaient décidé de partir sur autre chose. Lui, c'est Vincent Collet qui a pris la suite avec Alain Weiss, il y avait cette filiation-là. Et du coup, le voir signer comme ça à l'Asvel, on s'est dit en tant qu'assistant, alors qu'il sort de bonnes saisons avec les Mets, ça a été un peu surprenant, mais comme il explique dans l'interview, c'est du co-coaching, je sais pas, c'est un peu... Associé, coach associé, c'est ça qui fait beaucoup NBA. Voilà, c'est vraiment NBA, tout le monde a son associé head coach, mais alors qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Ça, c'est une vraie question difficile à répondre. Peut-être que lui aussi, il avait envie de découvrir... J'ai du mal à croire avec le vécu qu'il avait eu aux Mets, qu'il soit vraiment dans le rôle assistant sans faire offense au rôle d'assistant. C'était deux jeunes coachs en vrai, donc peut-être qu'ils se sont aussi apportés des choses l'un à l'autre. Mais je pense qu'il avait envie de découvrir, de faire cette expérience, d'aller dans un club peut-être plus huppé, pour jouer aussi, découvrir l'Euroleague en tant que... Donc, je perds toujours le mot co-coach, enfin associé coach, voilà. Associé coach, et
C'est vrai que ça nous a tous surpris, mais bon, finalement, ça a été un succès, on peut dire. Dis donc, ça s'est pas mal passé. C'est vrai que ce qui nous avait surpris, c'est que TJ était un jeune coach, tu amènes un mec, lui aussi, tu le disais, un jeune coach. Est-ce que ça va matcher entre les deux? Parce que, bon, normalement, tu as quand même la stature du coach et derrière les assistants avec qui tu bosses, mais ils sont à ton service, entre guillemets. Là, leur relation aurait pu très mal se passer. Ça a duré 2 ans. Alors, il y a eu le Covid au milieu, ils ont eu des titres, hein, sans aucun doute. On n'a jamais eu d'histoire qui est sortie comme entre les deux gars. Donc voilà, c'est une expérience comme ça. Peut-être que dans le temps, il nous racontera comment ça s'est passé plus précisément. Mais moi, je vois un mec qui était en tout cas plutôt épanoui là-bas et avec qui ça s'est bien passé. Exactement. Et puis on voit quelqu'un qui est sorti avec un vécu de 2 ans donc pour jouer le plus haut niveau de la Betclic Elite et qui en plus a découvert l'Euroleague, a coaché des joueurs de très très haut niveau. Et on a surtout l'impression qu'aujourd'hui, dans ce qu'il veut mettre en place à Bourg, ça lui a énormément servi. En plus, donc, de vivre ces 2 ans-là au plus haut niveau français et européen. Ouais, tout à fait. T'as raison. Justement, ça lui a servi à Freddy Foutux. Mais moi, je l'aime bien le taquiner comme j'avais fait à la Leaders Cup parce on sait que Freddy, il aime bien tenter des coups de zone, il aime bien sortir des mecs du banc qu'on n'attend pas. C'est un entraîneur qui coach. Voilà. C'est un entraîneur qui coach, il y a plein de choses, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec Freddy Foutux. Et je lui ai posé la question, mais c'est quoi le style Freddy Foutux au coaching? Alors, je ne sais pas si j'ai un style proprement dit à moi, une marque de fabrique, j'en sais rien. Ce que je suis sûr, c'est que dans ce que j'entreprends, il faut qu'il y ait des vraies relations humaines d'abord. Voilà, j'aime me sentir les gens avec qui je fonctionne, que ce soit les dirigeants ou les joueurs. Ça, pour moi, c'est très important qu'il y ait une vraie relation là-dessus. Et après, sur le terrain, je pense qu'aujourd'hui, les joueurs sont capables de faire beaucoup de choses. Peut-être que par le passé, on était peut-être un peu trop stéréotypés de par nos formations, de par l'été, on ne travaillait pas trop individuellement. Mais le basket, depuis 5-6 ans, a énormément évolué et les joueurs sont de plus en plus forts et ça va faire de plus en plus de choses. Donc, en fait, j'aime bien m'adapter déjà par rapport au groupe que j'ai. Et oui, surtout contre des grosses équipes où on n'a pas toujours l'avantage et physique et technique. Donc, à la base, on a des joueurs peut-être, même un stage, j'en sais rien, mais intrinsèquement moins bons. Il faut tenter des choses pour perturber ces équipes-là. Et effectivement, moi, oui, j'aime bien tenter, pas forcément innover parce que le basket, il a été inventé depuis longtemps. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses avant. Mais en tout cas, tenter des choses pour essayer de perturber les adversaires, sachant que mettre dans les meilleures conditions possibles pour que mes joueurs pas adaptent, mais pardon, veulent vraiment faire ce que moi j'ai envie de faire, en fait, comment t'expliquer ça? Vraiment qu'ils se sentent à l'aise dans ce qui est proposé, quoi. Voilà, et ça, il y a un travail aussi pédagogique à faire. Thomas, on se souvient tous de Freddy Foutux comme joueur qui était un filou. On retrouve dans le coaching de Freddy un peu ce qu'il était un peu comme joueur aussi. Ouais, ben moi j'ai grandi, et moi je suis de Pau, hein, j'ai grandi avec Freddy Foutux. Voilà, j'ai connu toutes ces belles années de Portes où ils arrivaient à rivaliser avec les meilleures équipes d'Euroleague. Voilà, et c'était un joueur très hargneux, très combatif, qui mettait aussi des gros shoots dans les fins de match à 3 points. J'ai le souvenir d'énormes shoots clutch de mettre derrière la ligne à 3 points. C'est un joueur qui lâchait rien. Et je pense qu'aussi les joueurs, on se renseigne toujours un peu quand on est coaché, quand on arrive dans un club, qu'on a un nouveau coach. On veut savoir s'il a joué. Et je pense qu'ils sont au courant. Voilà, c'est un mec qui a une grosse carrière. Et ils ont confiance en lui, ils le suivent et ils parlent des rapports humains. Et moi, je pense que c'est important aussi aujourd'hui, avec les nouvelles générations, d'installer un peu ça, de la discussion. Ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Voilà, c'était une autre méthode à l'époque. Voilà, lui, j'ai l'impression qu'il veut partir un peu dans cette méthode américaine, j'ai envie de dire. Il y a un truc que j'apprécie beaucoup et qu'on n'entend pas si souvent, c'est quand les entraîneurs disent les joueurs sont beaucoup plus forts aujourd'hui et donc on peut tenter d'autres choses. Et Freddy Foutux, là, ce qu'il dit, c'est passionnant parce que quand tu regardes un match de Bourg, en fonction de l'adversaire, c'est pas forcément la même équipe. Il va tenter des choses en fonction de l'adversaire. Donc, bien sûr, il faut avoir un truc collectif, un socle collectif de ton équipe pour pouvoir performer tous les week-ends, bien sûr. Mais il y a le basket te permet de faire tellement de choses pour embêter l'adversaire. Les zones presse, des boîtes, des zones match-up, des machins, etc. Et Freddy, il utilise les outils du basket. Et en ça, moi, c'est des trucs que nous, on apprécie en tant qu'observateurs parce qu'on se dit « Oh, Erwan, t'as vu, il est passé en 2-3 là. Oh, ça me régale. » Et ça, c'est cette nouvelle génération de coachs avec l'humain qui entre aussi en ligne de compte, franchement, qui nous fait kiffer. On espère qu'il ira encore plus haut avec d'autres ambitions, avec pourquoi pas un autre club ou Bourg-en-Bresse qui continue de grandir. Bourg-en-Bresse nous a régalé cette année, notamment en Leaders Cup, où ils ont battu Monaco en quart de finale sur un match incroyable. Ils ont fait une Leaders Cup fantastique. Ils sont arrivés un petit peu
court physiquement en finale pour battre l'Asvel et s'offrir le premier titre de la saison. Mais c'est une bonne période en ce moment pour Bourg. Et mine de rien, la Leaders Cup, ça a donné un peu des idées à la JL Bourg et à Freddy Fotoux. Avant la Leaders Cup, ça faisait 15 jours qu'on jouait un bon basket, comme on a pu le voir à la Leaders Cup. On a joué 2 fois Limoges, 1 fois Monaco en championnat de France. Et on pratiquait déjà ce basket-là. Et c'est vrai qu'on attend dans une saison un pic, un petit peu, où tout ce qu'on essaie de mettre en place depuis le mois d'août vraiment se formalise. On a eu un groupe, quasiment, en tout cas pour moi, nouveau. On a eu des joueurs qui découvraient le championnat de France aussi, l'Eurocup. Et en fait, tout ce qu'on a essayé de mettre en place depuis le mois de septembre avec mon staff, pour les joueurs, ça s'est concrétisé vraiment là-bas à Leaders Cup. Alors, on est arrivé en finale un petit peu fatigué, on va dire, puisque depuis le dimanche d'avant, on avait enchaîné les gros matchs, mais avec pas mal de certitudes aussi sur le jeu qu'on a voulu pratiquer, puisqu'on a réussi à le mettre en place sur les meilleures équipes du championnat de France. Alors là-dessus, oui, on était gonflé, mais déçu parce que la finale, on aurait bien voulu la gagner. Donc voilà, en tout cas, ça nous booste pour cette fin de saison, même si l'après-fenêtre internationale, on a accusé un peu le coup parce qu'on a soigné des gars qui ont joué blessés ces finales, comme un joueur comme Isaiah Mike et comme Franz Massena. Donc on n'a pas pu s'entraîner correctement et les joueurs qui sont partis dans les fenêtres. Voilà, j'espère que le match de Blois ce week-end a refait un redémarrage, on va dire, pour cette fin de saison qui s'annonce compliquée mais très excitante. Excitante cette fin de saison de la JL Bourg, et on peut rajouter aussi à cette belle saison pour l'instant de la JL Bourg qu'il y a 2 joueurs qui ont été internationaux cette année, Benitez et internationaux. J'ai dit quoi? Ouais, bah écoute, j'ai envie de le dire comme ça. Côté internationaux, c'est Pelos et je vais y arriver, internationaux, c'est Pelos et Benitez. C'est aussi quand une équipe fonctionne bien, il y a des individualités qui sortent et qui se retrouvent en équipe nationale. Ouais, ils sont récompensés, voilà, ils ont eu des responsabilités un peu plus cette année avec l'arrivée de Freddy Fotoux, et ils sont récompensés de leur belle saison et de leur beau parcours collectif. Ouais, clairement, et pour finir, c'est vrai que cette Betclic Elite, elle est très serrée, ils sont 7e et ils vont avoir, comme beaucoup d'autres, de l'espoir de passer au moins le premier tour, pourquoi pas plus, en fonction de qui tombe au premier tour des playoffs, mais aussi cette Eurocup avec ce format complètement fou. Alors certes, ils ont enchaîné quelques défaites ces derniers temps, mais l'Eurocup qui va se dérouler encore sur un Final Four fou sur une semaine. C'est la March Madness. C'est clairement March Madness. Clairement, ça commencera le 12 avril. Et voilà, il y aura des surprises. Encore une fois, est-ce que Bourg, au même titre que Paris Basketball, dans cette compétition, pourront créer l'exploit? C'est 2 objectifs qui sont différents, mais qui peuvent te permettre d'aller en Euroleague l'année prochaine. La JL Bourg, l'une des équipes toujours très cool à suivre dans cette Betclic Elite. Et en plus, l'ambiance là-bas, Equinox, on sait que c'est aussi un club qui bosse énormément sur l'extra basket, donc pour remplir la salle, pour faire un vrai show quand on vient voir un match à Equinox. Je ne l'ai jamais fait, mais je sais que des gens qui ont joué, Simon Darnozan et tout, qui ont joué là-bas, m'ont toujours dit qu'il y avait, oui, le basket, le projet basket incarné par Fred Sarr, qui est bien pensé, mais il y a tout l'à côté aussi pour rendre, encore une fois, le basket encore plus populaire. Bravo, en tout cas, à la JL Bourg pour ça. On va aller sur une petite palette, ça va être ton moment, Thomas. Et on va surtout comprendre pourquoi tu as switché d'aile avec Thomas, parce que non seulement il y a palette sur Matt Morgan, mais il y a un nouveau dispositif pour la palette. Aïe, aïe, aïe. C'est l'une des super découvertes de cette saison en Betclic Elite. Le meneur Manso Matt Morgan nous régale. Il y en est tous. Morgan de toi, mon ami, avant cette palette. Comment ça va, Thomas? Comment ça va? Pas du tout. Comment ça va? Bah écoute, je viens de passer une super émission. Oui, tu l'as vu, Erwan, j'ai décidé de me lever parce qu'il y a des moyens chez First Team. Attends, ça rigole plus là. Ça rigole plus. On s'est dit. ESPN, frérot. L'année dernière, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse des palettes. Eh bien, l'évolution d'après, c'était de faire comme si on était des présentateurs de météo. Donc, j'ai cet écran superbe dans lequel on va pouvoir décrypter des actions donc de Matt Morgan, 4e meilleur marqueur du championnat avec 19 points par match. Il est sorti de la fac, il était l'année dernière en 2e division turque, comme quoi on peut gravir les échelons et dominer des championnats qui comptent en Europe. On y va? Ça vous va les mecs?
Très bien. Voilà pourquoi j'ai changé de place, parce que comme ça, Thomas Larocquis, il est face à moi. Hein. Let's go. C'est juste pour ça. Regardons la première action. Et Matt Morgan, vous allez voir combien c'est un joueur sur lequel il ne faut pas dormir. Regardons cette action. Donc, Matt Morgan, on est au tout début du match contre Le Mans. C'est une remontée de balle, somme toute basique. La défense de Dominique Curtis, l'écran de son coéquipier bien entouré, là, comme ça. Tac, on adore. À l'opposé, il y a Ndoye qui va faire une petite remontée pour continuer à exécuter ce système. Ndoye va récupérer la balle et on va faire un focus sur Matt Morgan et Dominique Curtis qui s'endort, entre guillemets. Il est, disons, pas en attitude pour couper du ballon. Et le problème, c'est qu'avec un joueur comme Matt Morgan, lorsque vous vous endormez 2 secondes, eh bien, vous prenez le risque qu'il envoie et qui marque une énorme filoche. Il a 1 mètre, c'est pas mal défendu. C'est juste qu'avec un mec comme ça, Erwan, on peut pas dormir. C'est pas mal défendu. Je suis pas sûr que Laurent Villa soit de ton avis. Hein. Alors, en même temps, un mec qui prend comme ça un tir en première intention, c'est assez rare. Ouais, c'est en tout début de possession, 1 mètre derrière la ligne. Voilà, le joueur à peu près sur lui. Ça reste un gros shoot et c'est pour ça que Morgan est aussi fort, bien sûr. Disons que Paul George aurait dit que c'était un mauvais tir, celui-ci. Voilà, pour le premier tir, l'idée, c'est vraiment de dire que ce gars-là est un gars qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, comme le dit l'expression. Deuxième action, on va enchaîner avec notre ami Matt Morgan, toujours lui, le très fort scoreur. On va regarder ce système du MSB très intéressant qu'on voit finalement assez peu avec une remontée ligne de fond et ce tir en déséquilibre. On n'est pas beaucoup à pouvoir faire ça dans le monde. Il y a Matt Morgan et donc moi. Hein, ce que j'ai dit, regardons ce système. Matt Morgan qui est complètement à l'opposé. On va voir le grand qui est sur le post-up. On va voir la première coupe de Ndoye qui va faire un écran là-bas. On est dans une situation de flex, quelque chose qu'on aime beaucoup. Matt Morgan a le choix soit de prendre la ligne de fond, soit de remonter vers la ligne des lancers francs à 3 points pour pouvoir tirer. Il va donc choisir la ligne de fond. C'est une situation honnêtement très difficile. On voit cet écran de son pivot numéro 25 là, sur Dominique Curtis, qui est forcément en retard, qui s'est fait avoir. Non, c'est Boris Dalot d'ailleurs, le numéro 12. Matt Morgan va prendre ce tir avec 1 mètre d'avance qui reste compliqué. Qu'est-ce que tu penses de ce système, mon cher Thomas Larocquis? Assez original, j'avais jamais vu un main à main comme ça, si proche de la raquette, mais en vrai, c'est pas mal joué. Hein. Il est super intéressant ce système, et surtout, c'est très dur à défendre, parce que là, si le grand sort, on a direct la passe pour le roll. Du coup, le défenseur de Diallo, Dalot, pour le coup, a beaucoup de retard et ça laisse l'opportunité à Matt Morgan de dégainer à mi-distance. C'est cadeau pour lui, c'est un layup. Ça, Erwan, c'est des systèmes qu'on voit peu, mais qui vont te surprendre. On a parlé de flex sur le début. Il avait le choix entre une sortie en haut, une sortie en bas. Il a préféré prendre la ligne de fond. C'est les adaptations flex moi, que j'aime bien. On sait que c'est un système basique, c'est une forme de jeu basique, mais quand on y met plein d'adaptations, c'est très compliqué parce que là, Matt Morgan, sur la première coupe, on sait que le défenseur, il est avec lui, mais qui se dit qu'à tout moment, il peut remonter. Donc il a ça en tête aussi. Matt Morgan décide de faire ligne de fond. Et c'est vrai que le main à main, il est très compliqué parce que si on coupe Matt Morgan complètement du ballon, on peut, et que l'intérieur du poseur d'écran sur le mec à la balle en même temps, il aide, il peut faire une feinte de main à main, donner un lay-up. Donc c'est très compliqué. Ça donne beaucoup trop de choix pour les défenses. Et derrière, le talent de Matt Morgan sur la vitesse. Parce que bon, il y a peut-être un sacré tir quand même. Il y a 1 mètre d'écart, mais voilà, mais c'est ce type de joueur-là sur qui, si on lui donne 1 mètre, et c'est tout l'intérêt de la palette, c'est Matt Morgan, 1 mètre, tu lui donnes, 1 mètre, c'est panier. 1 mètre, c'est panier, et le risque sur ce genre de système-là, c'est que ton grand, la Carlton, il fasse un écran en mouvement. Donc, faut que lui aussi soit très patient sur le moment du main à main. Troisième action qu'on va continuer à dérouler ensemble, toujours Matt Morgan, qui cette fois-ci joue poste 2. Il va aller donc prendre un petit écran du grand Carlton, là, sur une remontée, somme toute basique, Dominique Curtis. Défend sur lui, et vous allez voir que sa défense, c'est ce que j'appelle une défense de système lu, c'est-à-dire qu'il va pas vraiment défendre sur le tir. En revanche, il est agressif sur le pick and roll. Carlton va venir lui poser un bon écran, toucher Dominique Curtis, et vous regardez la défense de Cholet, tous les 5 joueurs sont focus sur Matt Morgan, hein. Bien sûr, on le disait, il est indéfendable, surtout dans cette rencontre, un semblant de prise à 2 sur le pick and roll, et là l'intelligence des coéquipiers, c'est important de bien bouger dans les espaces, et là Abdoulaye Ndoye va pouvoir se retrouver tout seul. Perry Ellis est un peu aux fraises et ça va donner 2 points de plus pour notre ami de Ndoye. On voit clairement là sur cette palette que le but est d'attirer 4 joueurs sur un quart du terrain pour essayer de trouver le grand sur un pick and roll à l'opposé. Et là, sur l'aide défensive, Dalot, son joueur lui passe dans le dos, il doit être plus à plat en aide défensive et du coup, ça crée il a un lay-up tout seul à l'opposé, donc c'est parfaitement exécuté. C'est ce qu'on dit. Oui, après, le point commun de ces 3 actions, c'est que c'est dans le premier quart-temps du match. Tout à fait. Et que Matt Morgan fait tellement un début de match incroyable qu'au bout d'un moment, déjà en un peu plus de 5 minutes, il a déjà attiré tous les regards des défenseurs. Donc on ne regarde plus que lui et derrière l'intelligence du jeu sans ballon
de Ndoye et l'intelligence aussi de Matt Morgan de dire attendez, je ne vais pas être que dans le tir, je vais être aussi dans la passe, je vais donner à manger à tout le monde. Et ce match-là, Le Mans va faire une masterclass à Cholet. Ouais. Et c'est aussi parce que derrière, il n'est pas que dans le scoring. Et il y a un truc qu'on aime dire pour Steph Curry, hein, c'est son héliocentrisme, c'est-à-dire que quand il est sur le terrain, tout le monde ne regarde que lui. Là, c'est un peu ce qu'on a ressenti à Leaders Cup en voyant Matt Morgan jouer en vrai. C'est-à-dire qu'il est tellement fort et tellement précieux et important dans le système du MSB qu'en fait, tout le monde passe sa vie à le regarder et tout le monde est focus sur lui. Ça permet aux autres parfois de briller. Derrière, petite action, c'est une action simple que vous allez voir, mais on a beaucoup parlé de son shoot du côté extérieur, mais Matt Morgan est aussi capable de finir proche du cercle en voyant les mismatchs jouer. Matt Morgan, toujours début du premier quart-temps, début de match contre Lasvel, c'était à Saint-Chamond, la Leaders Cup. Et vous allez voir Valentin Chéry lui poser un écran assez rapide dans l'action et il va se retrouver en 1 contre 1 avec Youssouf Afal. Et malheureusement, quand on fait plus de 2,20 m et qu'on a un pivot et qu'il y a un arrière qui arrive tout badin comme ça, en général, on se fait avoir. Charles Cahudi qui se pose la question, je vais à l'aide, je vais pas à l'aide. Eh ben, Charles, malheureusement, va faire le choix de ne pas aller à l'aide. Ça va donner un grand lay-up à Matt Morgan qui va pouvoir finir. C'est un joueur offensif très complet. Il a la palette totale, notre ami Matt Morgan. Ouais, là, c'est ciblé d'entrée, hein, forcément, pick and roll avec Youssouf Afal. On sait qu'il a des difficultés sur la défense latérale. Après, on voit aussi Dibos qui ne fait pas du tout l'effort. Là, clairement, il doit passer au-dessus. Le pick and roll est 3 mètres au-dessus de la ligne à 3 points. C'est une défense de début de match. Ouais, on voit qu'il n'y a pas d'effort. Et après, tu parles de Cahudi sur l'aide. Forcément, il n'est pas du tout ralenti dans sa course par Fall. Il arrive pleine vitesse. Charles, il se dit, si j'y vais, c'est faute quasiment sûre. Du coup, il le laisse y aller parce qu'il a beaucoup trop de retard. Et c'est bien joué de la part du Mans de cibler Youssouf Afal d'entrée de jeu. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est l'alternance. On sait que c'est un joueur qui a un énorme shooter, un énorme scoreur, que ça à mi-distance, à 3 points. Mais on voit aussi, quand on regarde les matchs de Matt Morgan, qu'il aime bien les provoquer les grands pour les provoquer des fautes. Et c'est de l'alternance. Voilà, c'est ce qui le rend très compliqué à défendre, c'est on ne sait jamais ce qu'il va faire. Et malgré sa petite taille, on l'a vu à l'échauffement, il met des dunks, il a la tête au cercle. Et donc, il n'a pas peur d'aller provoquer les grands, d'aller provoquer des fautes. C'est aussi important. Ça, on sait que c'est un mec qui a beaucoup de temps de jeu. Et donc, dans un match, aller provoquer la faute des grands, mettre les adversaires dans des problèmes de faute, obliger les coachs à coacher par moment parce que leurs grands ont des problèmes de faute, c'est intéressant. Et donc, l'alternance, j'aime beaucoup l'alternance de Matt Morgan dans le jeu d'attaque du Mans. Pour ceux qui veulent continuer à apprécier Matt Morgan, on se retrouvera le 28 mars à Marcel Cerdan, puisqu'on va commenter tout à fait un duel entre Tremont Waiters et Matt Morgan, entre les Metz 92 et le MSB. Ce sera en direct sur Twitch. Bravo, c'est très cool ce nouveau format. Ouais, alors là, vraiment, je commence à prendre mes aises. On n'a pas une 5e là qu'on envoie La prochaine fois, on t'en mettra une 5e. Dites tout dans les commentaires, en tout cas, si ce nouveau format de palette vous satisfait. Thomas revient s'asseoir. En attendant, on va vous proposer les meilleures actions du mois by Samsung Galaxy Z Flip 4, le téléphone pliable. Wow, avec la faute d'Alinguet. La faute passe à terre. Et Brima en même temps. Sur chasse-angle, la lutte au rebond. Finalement, le ballon qui revient dans les mains de Makoundou. Mathieu Strazel en contre-attaque. C'est à la limite, ça. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont être analysées. Il y a des chances. Il y a des chances qu'elles soient sportives. Il est sur le côté, il met le bras, il joue pas la balle. On voit clairement qu'il a une ceinture. Ce fameux, je sais pas comment appeler ça, un 8 peut-être, un 8 fixe, bon. Oh la belle passe. Bonne passe. Oh, Kevin Kokila qui va postériser sur la tête de Mokoundou. Allez, Hugo Benitez. Juan à la relance. Oh le Nénat monstrueux, la petite passe. Aïe 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 aïe, c'est Quizzy. Mike James. Il va la trouver bonne mon écart. Oh, il a tout mis. Il a tout mis, le ballon, il les entendra dans le cercle. Qui s'élève pour contrer. Oh, la réponse derrière, magnifique. On a fermé, on a mis du barbelé en défense. Récupérer le ballon. Cahudi. Oulala. Qui active. Cahudi. Cahudi. Les quatre qui a massacré le cercle, lui. La violence de Cahudi, tout simplement.
pleine progression. L'interception d'Alain Dokessi et le dunk arrière, voilà, il fait le show également. Il va falloir jouer, mon gars. Galère sur cette fin de... Qu'est-ce qu'il va nous inventer encore? Oh là là! Voilà ce qu'il va nous faire! Il va nous faire lever encore une fois. Attention, il s'est blessé. De Colo, ballon raté. Passe renversée, Noah, le SPI, superbe contre-attaque. Énorme éclat de l'Asvel. Pascal Donadieu est fou furieux. Mais ça n'est pas le cas. Contre-attaque, Nando De Colo. La passe et le dunk. David Noah, la passe incroyable. Showtime de l'Asvel ici à la Défense Arena. Sur cette entame de troisième quart-temps, ils réussissent. 12 points d'écart. Et c'est la même cette fois-ci, il lui a marché dessus. Il lui a marché dessus, Cameron McGriff. Les plus belles actions du mois, très haut niveau encore. Hein. Le récital de passes de Nando et le tomard de Cameron McGriff, vilain. Hein. Thomas me disait qu'il avait déjà mis un dunk comme ça. Il faut que je le retrouve sur je me rappelle plus, c'est contre Limoges en Coupe de France avec Vichy, un ligne de fond. Je suis monté sur un gars 2 pieds, 1 main, avec contact. Faut que j'arrive à le retrouver. Ça peut être sympa. Ici, retrouve la vidéo. Je vais la retrouver. Alors, on retrouve la vidéo. Faut que je retrouve. On t'adore, mais évidemment, comme Thomas a raison, personne ne te croit et les gens qui nous regardent certainement pas. Par contre, ça se retrouve ça comme image. Ouais, ça se retrouve. Tu as un mois. Dig, on a je pense à quelqu'un pour le retrouver. Thomas, tu as un mois pour nous retrouver cette action. Très bien. Et faire taire les critiques les plus acerbes. Je l'ai retrouvé, il est pas mal. Notamment autour de cette table. J'ai très peu de dunks, je crois que j'en ai 6-7 en carrière, mais celui-là, il est pas mal. Non, mais moi, je t'ai connu un peu plus jeune. T'étais un peu un juteux. Oui, j'étais un juteux, mais de là à en mettre en match, c'est très difficile parce qu'en face aussi, il y a des juteux, donc tu vois ce que je veux dire. T'étais pas le plus juteux. Voilà, c'est ça. Allez, bon, là, on va arrêter ce débat sur les juteux, pas juteux, moins juteux. On va aller sur les classements, surtout sur les stats, avec les classements de Betclic Elite, qu'on a pu voir tout à l'heure, notamment, où on a vu que l'Asvel était 6e. On va voir que Monaco est toujours premier, que les Mets 92 qui jouent ce soir sont toujours 2e, d'ailleurs à ne pas rater ce soir sur Beansport, le match entre l'Asvel et les Mets 92. C'est une énorme affiche de Betclic Elite avec le retour de Victor à l'Asvel. Cholet toujours 3e, Dijon toujours bien placé 4e, Le Mans, l'Asvel on l'a dit, Bourg-en-Bresse 7e, Roanne, et dans la lutte au maintien, il y a une lutte incroyable pour le maintien. Blois, Nancy sont pour l'instant dans le mauvais wagon, Nanterre, Fos-sur-Mer, Pau, La Cortèze, Le Portel et Paris Basketball. Voilà, donc la fin de la dernière ligne droite de Betclic Elite s'annonce incroyable. Un petit mot sur les stats quand même, on aime bien, on est un sport de statistiques. Le meilleur scoreur, toujours Victor Wembanyama. Le meilleur rebondeur, toujours Victor Wembanyama. Le meilleur passeur, toujours Michael Stockton. On voit que Ronald Marsh aussi. Et Marquis Keane, qui fait beaucoup de bien à la CIC, qui fait une énorme saison lui aussi, mériterait peut-être une palette, lui, le mois prochain. Si vous aimez les arrière-scoreurs, oui, exactement, on y est, clairement. Exactement. Un petit mot sur la Pro B, où là aussi les enjeux sont importants. Saint-Quentin, la belle surprise de Saint-Quentin, qui, plus que jamais, leader de Pro B. Chalon-sur-Saône en derrière. Boulazac, Lille. Chalon-Reims, là aussi, les playoffs de Pro B qui s'annoncent très fort. On rappelle que le premier monte automatiquement et que les playoffs sont faits entre 2 et 9. Tout à fait. Et un petit mot sur le maintien, c'est Aix-Maurienne et Saint-Vallier qui sont pour l'instant dans le mauvais wagon. Messieurs, on a été plutôt complet. On peut peut-être vous remontrer le programme du mois de mars où il y aura 2 matchs coup sur coup à commenter. Ça sera avec vous deux, les Thomas, et ça se passera d'abord au Portel et ensuite à Marcel-Cerdan pour le match entre les Mets et Le Mans. Absolument, on a hâte, ça va être top hein, pour tous ceux qui nous suivent sur cette aventure du basket sur Twitch. On est ravis de continuer tout ça avec Samsung, bien sûr aussi. Ça fait kiffer, on va pas vous mentir, ça fait kiffer de commenter dans les salles, ça fait kiffer de commenter tout simplement, mais dans les salles, c'est vrai que de se promener dans toute la France, etc., c'est quelque chose qu'on aime de plus en plus faire. Et je pense que tu vas pas me contredire, mon cher Laroukis. On adore ça, en live, il n'y a rien de mieux, sur place, rencontrer des gens et tout, c'est et puis les joueurs et les coachs sont très très cool, encore une fois. Sylvain Lautier, vendredi dernier, au moment de faire l'interview, très sympa, les joueurs et les coachs jouent le jeu, donc c'est important aussi pour nous, avec cette émission-là, LNB Club, mais aussi d'être sur les terrains, au plus proche des joueurs, au plus proche des acteurs, pour pouvoir aussi amener les gens ont envie de découvrir les coachs, ont envie d'entendre les joueurs aussi. De la meilleure des manières. Il faut tous, on a la meilleure preuve, c'est intéressant quand on tend le micro aux acteurs du basket français. Merci à tous, à ceux qui nous suivent, qui nous mettent plein de commentaires sous l'émission sur YouTube. Parlez-en à vos amis, tous ceux qui aiment le basket et le basket français. Parlez-en, diffusez. C'est que le début de l'aventure LNB Club.
Merci Thomas, tu as peut-être un petit Merci geste à Rouen. faire. Non, c'est bon, merci à toi. Voilà. Ok. Grossier, Thomas Laroukis, merci. Merci à toi encore On une vous fois. retrouve les amis donc au Portel 28. Et venez faire coucou à nous de Thomas, ils seront ravis. toujours. Merci à tous, donnez de la force, merci à la Ligue, merci à Samsung et au Galaxy Z Flip 4 pour la force et pour sans eux, il n'y aurait peut-être pas cette émission. Merci à tous, on se retrouve le mois prochain les amis, mais on se retrouve aussi sur Twitch pour les matchs à vivre ensemble. Ciao l'équipe.